Dans un nouvel épisode de Regards croisés, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Elisabeth Deschanais, directrice du Collegium Elimi à l'Université de Lorraine. Elisabeth, bienvenue. Je vais commencer par une question qui a été longuement discutée ce matin dans les conférences. Cette arrivée massive d'outils dans notre vie, en tant que manager, en tant que praticien, en tant que professionnel, mais surtout aussi en tant que prof et en tant qu'étudiant. Quel impact de cette arrivée? On a des outils pour tout faire, pour concevoir, pour analyser, pour chercher. Et finalement, quel étudiant va-t-on avoir avec toute cette panoplie d'outils? Oui, alors étant donné que j'ai une certaine expérience des étudiants et donc de l'enseignement, moi j'ai connu divers outils. Alors je vais remonter, mais pas remonter de manière historique. Je vais remonter à la machine à calculer. C'est-à-dire que en tant qu'économiste, j'ai eu souvent à utiliser tout ce qui est modèle économique, etc., ce qui nous demandait quand même une démonstration. La calculatrice, elle a un peu supprimé cette... Au départ, ça date effectivement, elle a supprimé cette notion de compréhension. On appuie sur un bouton, je disais par exemple 9 millions, un tiers ça fait quoi? Alors on divise par 3, ça c'est ce qu'on avait l'habitude de faire, mais quand on le fait avec la machine, ça nous fait plus ça nous fait des virgules et un chiffre à rallonge qu'on n'arrive pas forcément à utiliser ensuite. Alors je ne vais pas passer en revue tous les outils qu'on a pu voir. Je pense que l'outil, globalement, ce qu'il faut dire, c'est que ça nous permet d'aller plus loin. Ça, c'est sûr. Mais il faut qu'on soit en capacité de conserver nos pratiques d'enseignement qui consistent à apprendre à nos étudiants à démontrer ce qu'ils font. Le moment où ils vont cliquer, où ils vont aller chercher sur Internet, ou bien cliquer quand il s'agit d'un modèle, ça, il faut qu'ils soient en capacité de comprendre comment on en est arrivé là. Alors je parlais là du côté modélisation, mais si on parle de l'usage des données qu'on va rechercher sur Internet, bien souvent quand on fait une recherche, on est sur des sources. Une source, non, c'est pas Internet. Une source, non, c'est pas je l'ai vu sur un site, madame. Non, c'est une source, c'est autre chose, c'est une référence bibliographique. Alors à une époque, c'était forcément un ouvrage, un bouquin, quelque chose matérialisé. Aujourd'hui, oui, ça peut être effectivement aussi du numérique, mais une source, il faut absolument qu'on soit extrêmement fiable sur ce sujet-là. Alors, oui, on peut aller loin, on peut aller très loin. Et je pense qu'il faut quand même qu'on maîtrise ce que notre étudiant en fait et qu'il le comprenne. Qu'on arrive bien à faire comprendre à nos étudiants que cet outil-là n'empêche pas, on doit savoir et connaître les bases. Connaître les bases pour aller plus loin dans un domaine ou un autre. Donc ça, c'est notre métier d'enseignant. Dans l'orientation qui a été prise de manière très volontariste dans le colloque projectique, d'aller beaucoup plus sur des questions d'innovation pédagogique, finalement, on se pose beaucoup de questions sur l'innovation pédagogique. Oui, personnellement, si je devais le définir, j'aurais du mal. Qu'est-ce que c'est que l'innovation pédagogique? J'aurais tendance à utiliser peut-être le matérialisme historique, encore une fois, c'est-à-dire aller rechercher dans le temps comment on a évolué au fur et à mesure, déterminer des périodes de temps dans le temps où on a changé nos pratiques pédagogiques. Alors, changer nos pratiques pédagogiques, modifier nos pratiques, est-ce que ça veut dire innover? Probablement que oui, c'est s'adapter au monde, c'est s'adapter aussi à notre public. L'innovation pédagogique, pour moi, le principal sens que je lui donnerais dans l'effet que ça doit avoir, c'est qu'on doit s'adapter à notre public étudiant. C'est pas à l'étudiant à s'adapter à nous ou à notre cours. C'est à nous de nous adapter à l'étudiant. Alors, tout en essayant bien de lui faire comprendre que
quand on va lui proposer une théorie ou un cours, il va pas aller chercher sur Internet pour faire le lien, et puis nous dire ah non madame c'est faux, ça c'est pas comme ça, c'est pas écrit comme ça sur tel ou tel site. Donc ça c'est à mon sens évoluer, oui, avec notre milieu et puis le monde socio-économique et puis le public étudiant qui a quand même beaucoup évolué et surtout qui a subi des soubresauts là pendant la période du Covid et qui a envie de nous voir maintenant. Oui, si on fait le parallèle un peu avec les théories d'innovation des économistes, Schumpeter, je pense à Schumpeter, qui entre autres définit l'innovation en agissant comme sur créatrice, en agissant sur le client, le procédé, l'organisation, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on a un début de réponse en se projetant par rapport à cette réflexion-là ou cet angle d'analyse? On pourrait, en estimant qu'on a détruit tout un pan de notre manière d'enseigner pour créer autrement. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, on a mis un peu de côté toute la partie base. Si je remonte très loin dans l'apprentissage des enfants, il y avait pour les enfants apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre l'histoire, la géographie de manière cyclique. C'est-à-dire qu'on apprenait une base, on allait plus loin, mais l'année d'après. Maintenant, c'est plus vraiment ça. On apprend tout d'un coup. L'année d'après, on reprend la même chose sans que le jeune revoit qu'on reprend la même chose en allant un petit peu plus loin. Donc, on a, je pense, voulu apprendre beaucoup de choses d'un coup, dès le départ, au lieu de faire quelque chose de progressif. Si on part sur un autre registre, la thématique du colloque cette année était plutôt orientée vers l'approche partenariale. Est-ce que on a suffisamment de recul aujourd'hui pour faire une évaluation des partenariats en milieu universitaire, une évaluation objective? Alors évaluation probablement, ça ne veut pas dire mesure, ça ne veut pas dire forcément quantitatif. Oui. On est bien d'accord. Alors on peut toujours avoir du quantitatif en termes de nombre de partenaires, faire des CRM avec les entreprises qui nous prennent, nos stagiaires, nos apprentis qui nous font venir des stagiaires de formation continue, etc. Ça serait une évaluation quantitative. Il y a différents types de partenariats. Déjà, je parle à l'université française, on a ou en Lorraine, ou plus précisément sur les IAE, par exemple, ça peut être un CRM d'entreprise. Ça évolue. Alors, on apprend beaucoup et même on a complètement, dans ce cas, innové pédagogiquement à partir du moment où on a eu des partenariats avec les entreprises qui nous ont pris, nos étudiants, en apprentissage, et une partie des compétences qu'on essayait de leur inculquer, nous, en tant qu'universitaires, sont passées dans l'entreprise, et cette compétence-là qui consiste à appréhender le monde socio-économique, c'est directement fait ailleurs. Et effectivement, je pense que là, sur ce sujet précis de l'apprentissage ou de la formation continue, par exemple, nous, universitaires, on n'était pas capable tout seul de le faire. Il faut qu'il y ait ce partenariat université-entreprise pour un apprentissage véritablement important, essentiel, du monde socio-économique. Ça, c'est un premier type d'apprentissage vu succinctement ici. On a d'autres types de partenariats. On a des partenariats avec d'autres universités au sein même de la communauté francophone. On a par exemple des partenariats avec le Maroc et notamment Universiapolis. Je pense que là, on dépasse le simple cadre national, c'est-à-dire qu'on a aussi le bénéfice de profiter d'autres cultures, d'autres manières d'enseigner, d'autres manières de voir des choses, d'autres contextes socio-économiques. Ça nous permet d'avancer. Parce que pour moi, même si effectivement, quand on commence à être enseignant-chercheur, on croit que la recherche va nous permettre
de casser la baraque, si je puis dire, en matière d'enseignement. Je pense que là où on apprend le plus, c'est avec nos étudiants. Nos étudiants, eux, qui nous font progresser en matière de formation également, etc. Donc, je pense que l'échange des cultures, l'échange avec l'étudiant, l'échange avec l'entreprise, etc., le partage d'expériences des uns et des autres, plus le retour enseignant-étudiant, ça nous fait énormément progresser et au fur et à mesure, tout ça crée de l'innovation pédagogique finalement. Parce que si on continue à être le prof classique qui était celui derrière son bureau, qui parle à l'amphi de 600 personnes, c'est pas sûr qu'on progresse. Très bien. Merci beaucoup Elisabeth Deschanais pour cet entretien. Merci à toi. Ravi encore de te recevoir à Agadir.